Bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est du Pro. Aujourd'hui, nous allons parler diversification, matériel éco-responsable et urbanisme. Allez, go! Oui, Madame Sacco, pas de souci pour la livraison du carrelage. Oui, bien sûr, on a de quoi refaire l'aménagement de la terrasse extérieure. Oui, bien sûr, je peux leur préparer le goûter. Diversifier ses activités pour booster son chiffre, c'est une bonne idée. Encore faut-il savoir où on met les pieds. Allez, on regarde. Dans le secteur du BTP, diversifier ses services n'est plus une option, mais une nécessité pour attirer de nouveaux clients et assurer la croissance de son entreprise. L'époque où un artisan pouvait se contenter d'un seul corps de métier est révolue. Aujourd'hui, la demande évolue et les clients recherchent des solutions complètes adaptées à leurs besoins. Première piste, explorer des marchés connexes. Plutôt que de se limiter à son activité principale, un artisan peut proposer des prestations complémentaires pour répondre à une demande plus large. Un maçon peut ainsi ajouter le diagnostic immobilier à ses services pour accompagner ses clients dès l'étape de l'achat d'un bien. Un électricien peut proposer de la maintenance et des dépannages express, garantissant ainsi un revenu régulier en dehors des gros chantiers. Pour un peintre, proposer du conseil en décoration permet de capter une clientèle qui cherche non seulement à rénover, mais aussi à transformer son intérieur. Un autre axe de diversification à ne pas négliger, c'est la rénovation énergétique. Avec des réglementations de plus en plus strictes et une demande croissante pour des bâtiments plus performants, se former à ces nouveaux enjeux est une vraie opportunité. Par exemple, un couvreur peut ainsi élargir son offre en posant des panneaux photovoltaïques. Ces compétences permettent non seulement de capter une nouvelle clientèle, mais aussi de bénéficier des aides financières et dispositifs de soutien à la transition énergétique. Se diversifier, c'est aussi investir dans la formation. De nombreuses certifications existent pour monter en compétences et garantir aux clients un travail conforme aux dernières normes. Des labels, comme le label RGE, sont aujourd'hui indispensables pour intervenir sur certains chantiers et rassurer les clients. Et avec l'évolution des technologies et des méthodes de construction, se former régulièrement est devenu un passage obligatoire pour rester compétitif. Diversifier ses services, c'est une stratégie qui demande un peu d'adaptation, mais qui sera forcément payante à la fin. Et puis, c'est le meilleur moyen pour avoir des journées qui ne se ressemblent jamais. Oui, allô Hugo. Salut Charlène. Dis-moi, le prochain sujet, c'est sur le réemploi. Au lieu de me filmer, pourquoi tu réemploierais pas toutes les scènes qu'on a tournées? Allez, salut. Ok. Aujourd'hui, pour le prochain sujet, je vous présente un chantier vraiment spécial. Allez, go! Salut Hélène, comment tu vas? Salut Charlène, ça va bien et toi? Où est-ce que tu es aujourd'hui? Ici on est à Toulouse, au bord de la Garonne, donc ici c'est la Scope 314. On est un atelier d'architecture, menuiserie, spécialisé dans le réemploi. Et c'est qui tes clients? Ouais, mes clients, ça va être un tiers public, un tiers pro et un tiers particulier, c'est assez bien réparti. Est-ce que tu aurais pas un petit projet à nous partager? Ouais, bien sûr, je t'emmène de suite là-bas. Donc ça, c'est un projet qu'on a réalisé pour une boîte de BTP à Toulouse. Ils avaient vraiment une volonté de concevoir leur mobilier à partir des déchets de leurs propres usines. Par exemple, des vieux étais de chantier qui étaient plus aux normes et qu'on a pu quand même réemployer sur des tables. Des jardinières ici qu'on a réalisées avec du bois de réemploi qu'on a trouvé sur un autre projet de déconstruction. Est-ce que tu aurais un projet sur lequel tu bosses à nous montrer? Je t'amène à l'atelier de suite si tu veux, et on a un projet pour la métropole de Toulouse qui est assez sympa. On fait du mobilier urbain à partir de matériaux issus de chantiers déconstruits sur la région toulousaine. Si tu veux, je ferai quelques photos du chantier de déconstruction. Donc c'est une salle de spectacle à Castanet, juste à côté de Toulouse. C'est 100% local du coup. Exactement, on n'a même pas 20 km entre le chantier de déconstruction, notre atelier, et le futur chantier de destination. Bon, tu me montres un peu le process? Tout à fait. Donc ça, c'est le bois qu'on a récupéré. On commence, on les pré-débite, préparés à la bonne longueur. On les envoie dans la machine. Elle nous permet d'avoir justement les 4 côtés qui soient bien d'équerre. Une fois qu'elles sont passées ici, on passe avec l'acier anglais. Ça vient de faire la dernière découpe pour être à la bonne longueur. Les trous qu'on pré-perce ici pour pouvoir l'assemblage à la fin qu'on fera avec les tiges filetées. Donc comme je t'ai dit, c'était du bois de réemploi, ce qui fait qu'il y a des petits impacts qui sont restés sur le bois. L'idée là vraiment, c'est d'arriver à le corriger pour qu'il n'y ait pas d'imperfection sur le bois. On le ponce, on le sature et on finalise l'assemblage prêt à être installé sur les piétements métalliques qui sont aussi de réemploi. Tu peux me montrer à quoi ça ressemble à la fin? Bien sûr, alors ici j'en ai pas, mais on a fait quelques livraisons le mois dernier, je pourrais t'envoyer quelques photos. Waouh, mais c'est super beau! Est-ce que tu travailles souvent avec des artisans? Bah écoute, nous ça nous arrive assez souvent de travailler avec des artisans. Des fois ils ont des marchés où on leur demande de faire du réemploi
C'est quelque chose qui est assez nouveau. Eux, des fois, ils savent pas comment faire. Donc nous, ça nous arrive, on répond au marché avec eux. Nous, on répond sur la partie réemploi et en même temps, on leur apprend un petit peu notre métier et comment est-ce qu'on fait de différemment par rapport à ce qu'ils font eux avec du neuf. Eh bien, en tout cas, merci de nous avoir fait voir ton atelier, là. Merci Charlène, à bientôt. Allez, ciao! Investir dans du matériel éco-responsable, ça devient incontournable aujourd'hui. Moi, par exemple, je me suis équipée pour faire mes livraisons de matériaux. Et là, d'ailleurs, j'ai une tonne de sable à livrer. Bon, en tout cas, il y a plein d'aides pour s'y mettre. Allez, on regarde. Au pire, je ferai plusieurs allers-retours. Investir dans du matériel éco-responsable, c'est un choix stratégique pour les artisans. Non seulement ces équipements permettent de réduire l'impact environnemental des chantiers, mais ils offrent aussi des économies sur le long terme. Pour accompagner cette transition, plusieurs aides financières existent. D'abord, il y a les subventions et les prêts à taux réduit, spécialement conçus pour l'achat de matériel écologique. L'ADEME propose des financements pour l'acquisition de véhicules utilitaires électriques, de bétonnières basse consommation ou encore d'outils limitant la pollution sonore et énergétique. Certaines banques partenaires offrent aussi des crédits à taux bonifiés pour ce type d'investissement. Des dispositifs comme le fonds Chaleur ou le dispositif Tremplin pour la transition écologique permettent également de financer l'achat de matériel innovant. Mais au-delà des dispositifs nationaux, il existe de nombreuses aides locales et régionales pour moderniser son équipement. Plusieurs collectivités proposent des subventions spécifiques en fonction des priorités environnementales de leur territoire. Il peut s'agir du financement d'une partie de l'achat de véhicules électriques, de systèmes de récupération d'eau sur chantier, d'une partie des coûts d'installation de panneaux solaires ou de systèmes de chauffage plus performants pour vos locaux. L'achat d'un matériel plus performant peut sembler coûteux à première vue, mais en tenant compte des économies réalisées sur la consommation d'énergie, la maintenance réduite et les avantages fiscaux, ces équipements peuvent s'amortir en quelques années. Et pour ceux qui veulent limiter leur budget, tout en réduisant leur empreinte carbone, la location, le réemploi et l'achat de matériel d'occasion sont des solutions à envisager. Au final, tout le monde peut y trouver son compte. Alors, si je veux agrandir ma maison, mais si je refais juste la façade, les règles d'urbanisme, c'est un vrai casse-tête. Mais c'est indispensable pour éviter les mauvaises surprises. Gwenola est une experte dans la matière. Et en plus, elle va tout nous expliquer. Gwenola, bonjour. Je veux tout savoir sur toi. Je suis avocat associé d'un cabinet qui ne fait à peu près que du droit public et moi particulièrement, je ne fais presque que du droit de l'urbanisme. Sujet très compliqué. Sujet en perpétuelle évolution, beaucoup de veille et je travaille, écoute, pour des promoteurs, pour des collectivités et pour des particuliers. Sur les opérations un peu importantes, on travaille beaucoup en lien avec les architectes qui nous sollicitent pour savoir comment interpréter les règles. Donc je fais la recherche juridique en amont, l'identification des règles, les difficultés. Quelles sont les démarches administratives incontournables avant d'attaquer des travaux? La première question à se poser, c'est est-ce que mes travaux sont soumis à autorisation? Soit on est soumis à rien du tout, aucune formalité, c'est quand même assez rare, mais ça arrive. D'accord. Soit on est soumis à déclaration préalable, soit on est soumis à permis de construire. La deuxième question, c'est il faut impérativement déposer et obtenir l'autorisation s'il en faut une. La troisième chose, c'est qu'il ne faut pas commencer les travaux avant d'avoir eu l'autorisation, même pour les déclarations préalables. Et après, pour les artisans, ce qu'il faut absolument faire, c'est une déclaration d'ouverture de chantier. D'accord. Parce que pour eux, ça conditionne le fait qu'ils soient de manière certaine et indiscutable couverts par leur assurance. Et l'autre chose, c'est que les travaux peuvent commencer dès lors que vous avez l'autorisation administrative définitive. Ça veut dire que plus personne ne puisse l'attaquer. Et pour ça, il faut s'assurer qu'il y ait un affichage sur le chantier. J'ai bien entendu que l'artisan pourrait encourir de grosses amendes. Il faut que l'artisan s'assure de ne pas commettre une infraction en droit de l'urbanisme, sanctionné par des amendes qui vont de 1 200 à 6 000 euros du mètre carré, oui. Ce qui est quand même très, très important. Donc c'est primordial qu'ils prennent une assurance, on est d'accord? Alors c'est primordial que l'artisan prenne une assurance, mais attention, pour ce qui est des infractions au droit de l'urbanisme, l'assurance ne couvre pas. L'assurance ne couvrira pas l'infraction pénale commise par l'artisan. C'est la raison pour laquelle l'artisan doit être particulièrement vigilant. Oui, puis je comprends bien qu'en termes d'image aussi, c'est important que l'artisan soit au courant. Et tout à fait, et d'ailleurs souvent ses clients attendent ce devoir de conseil. Quand quelqu'un installe une piscine hors sol, la première question qu'il pose au vendeur de piscine, par exemple, et à celui qui l'installe, c'est
Ai-je besoin d'une autorisation, même si c'est une piscine hors sol? La question est presque toujours posée à l'artisan. Donc l'artisan doit avoir à minima la réponse à ces questions. Comment les artisans ils peuvent se mettre à la page? Le bon artisan doit mettre en lien avec un bon avocat pour pouvoir à minima poser des questions quand il en a. Il évitera à mon avis l'essentiel des choses trappes. Bien sûr. Et donc il faut absolument qu'il ait une connaissance synthétique, mais qu'il ait une connaissance juridique des contraintes qui pèsent sur lui. Il faut quand même savoir que les mairies vous donnent ces informations-là. Soit on va voir sur le site internet des communes qui aujourd'hui sont assez bien faits, voir sur le géoportail de l'urbanisme, ça vous renvoie au règlement et hop, on peut tout de suite savoir si on est en plan de prévention des risques, en zone inondable. Et après, vous avez dans toutes les communes soit un service urbanisme, soit un élu à l'urbanisme qui connaît bien son territoire. Et l'artisan qui s'inquiète un peu peut toujours demander un rendez-vous, mais au moins l'essentiel sera posé. Alors ça, c'est un super conseil. Quels sont les recours possibles en cas de refus de permis de construire? Alors la première des choses à savoir, c'est que le délai pour contester ce refus, c'est 2 mois. Et ensuite, pour contester un refus de permis de construire, 2 solutions. Soit on fait un recours gracieux, c'est-à-dire un courrier à celui qui a refusé le permis, le maire, pour lui indiquer les raisons pour lesquelles ce refus est illégal. Soit on peut tout de suite saisir le tribunal administratif, lui soumettre le refus de permis et solliciter du tribunal administratif qu'il annule les motifs de refus de permis. Le tribunal administratif le fait assez régulièrement, c'est classique, et il peut ordonner au maire de délivrer le permis de construire dans un délai qui en général est de 2 mois. Donc quand on considère que le refus est abusif, il ne faut pas hésiter à saisir le tribunal administratif. Eh bien écoute, on a appris plein de choses. Merci beaucoup Gwenola. À bientôt, je reviendrai avec plaisir. Avec On plaisir. pourrait en parler pendant des heures. Oh oui. C'est la fin de cet épisode de C'est du Pro. On se retrouve dans un prochain numéro. D'ici là, n'hésitez pas à liker, commenter et partager.